L'alcool au féminin, c'est un sujet encore tabou et c'est le grand angle de ce dimanche 10 janvier. Et deux femmes témoignent ce soir de leur rapport à l'alcool. Elles sont ou ont été toutes les deux journalistes. Elles sortent chacune un livre sur leur dépendance à l'alcool. Stéphanie Braqueuil, bonsoir. Bonsoir. Vous vous racontez dans Jour Zéro aux éditions L'Iconoclaste. Et Claire Touzard, bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Votre livre s'intitule Sans alcool chez Flammarion, 2 carnets de route sur l'abstinence. Est-ce que vous assumez le terme d'alcoolique ? Moi, oui. Je ne sais pas, Stéphanie. Moi, non. Et je peux peut-être expliquer du coup rapidement. Alors, pourquoi moi, je m'intéresse à la zone grise, justement, celle qui ne se considère pas comme alcoolique. C'est-à-dire que l'alcoolisme a une définition médicale et est aussi utilisé à tort et à travers pour décrire des situations très différentes d'une relation à l'alcool. Alcoolique, c'est quand on est malade et qu'on a des conséquences pathologiques. Moi, j'avais une consommation à risque, voire nocive. Je flirtais un petit peu entre les deux selon les occasions. Je ne buvais pas tous les jours, loin de là. Quand je buvais, ça pouvait partir en vrille, mais pas tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est ma définition à moi. Alors du coup, vous qui vous définissez comme alcoolique, qu'est-ce que, en écho à ce que vient de dire... Alors, je pense pas que je me définis comme alcoolique, mais je pense que c'est pas un problème pour moi d'utiliser ce terme. En fait, j'aime bien même l'utiliser parce que souvent, on pense que l'alcoolique, c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre que vous, c'est celui qui est au bar en bas de chez vous et qui commence à 8 Dallas, et c'est voilà. Ou c'est la personne un peu perdue à 8h du matin au pastis. Et moi, j'aime bien dire je suis alcoolique pour mettre un visage aussi sur un problème d'alcool qui est autre que celui dont on s'attend en fait. Vous le dites dans votre livre, vous n'avez pas la tête de l'emploi entre guillemets. Non, parce que en fait, en général, soit on est bon vivant en France quand on boit beaucoup, et les alcooliques c'est les autres encore une fois. Et moi j'ai envie de dire, moi j'ai eu des problèmes d'alcool. J'étais pas seulement bonne vivante, et je pense que c'était important, de mettre une figure autre là-dessus. Vous comprenez ? Oui, et je suis absolument d'accord avec ça. Et moi, ma démarche dans le livre, c'est aussi de montrer, parce que je m'intéresse aux neurosciences, je m'intéresse à ce que fait l'alcool sur le cerveau, si vous voulez. Et la grande découverte pour moi, parce que finalement, pour moi, la décision d'arrêter l'alcool, ça a été un équilibre entre inconvénients et avantages. J'ai trouvé que les inconvénients prenaient le pas. Mais pour m'aider à arrêter, parce que c'est pas facile d'arrêter de consommer un produit dont on a pris l'habitude, ça a été de comprendre justement ce que ça pouvait faire et aussi à quel point finalement dans le cerveau la dépendance potentiellement commence au premier verre, puisque c'est une histoire de circuit de la récompense qui fait que notre cerveau à tous est conditionné pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. Et à partir du moment où on se dit tiens, ce verre me fait plaisir, le cerveau met en place des circuits neuronaux pour qu'on continue à aller rechercher ce plaisir. Et du coup moi ça m'a aussi libérée et j'ai vu que voilà, il y a une ligne de dépendance, mais c'est très difficile de décider où on se situe exactement sur cette ligne de la dépendance. Alors, ce qui est de particulier aussi dans vos 2 livres, c'est que vous parlez de l'alcoolisme au féminin. C'est souvent encore tabou. Ou du rapport de l'alcool au féminin. Voilà, ou du rapport, ou la dépendance à l'alcool, ou du rapport à l'alcool au féminin. Pourquoi c'est tabou ? On associe souvent l'émancipation des femmes à l'alcool, et pourtant c'est tabou. Je ne sais pas si c'est tabou. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est quand même revenu beaucoup dans les actualités et que beaucoup de femmes maintenant en fait se montrent en terrasse de café, par exemple. Je pense que ce qui est assez propre à l'époque, c'est qu'en fait, effectivement, dans la pop culture, par exemple, dans les films et les séries, ça a été beaucoup utilisé, où on voyait les femmes boire seules, par exemple, et comme un peu un geste d'émancipation. C'était toujours des femmes diplômées, des femmes fortes, etc. Et le soir, en rentrant chez elles, elles buvaient un verre de vin. Comme si c'était une sorte de preuve d'indépendance, en fait. De victoire sur leur genre. Et je crois qu'il y a eu cette image-là, un peu, pour les femmes, derrière ça. En fait, quand je bois, je casse un peu les codes conventionnels de la féminité et j'assume une part un peu masculine, ou j'en sais rien, enfin, si on y met derrière. Ce qui est étrange, puisque... C'était votre cas ? Je pense que oui, quelque part, ça m'a permis... Enfin, en fait, ça m'a permis. Non, ça m'a donné l'impression de prendre plus d'espace. C'est-à-dire qu'en fait, de casser un peu encore les codes de la femme lisse qu'on laisse à sa place. Pour moi, boire, c'était un peu être punk, c'était un peu me montrer, abîmer un peu la féminité qu'on avait l'habitude de voir. Sauf que c'est un peu paradoxal, parce que quand on boit, on se fait aussi du mal. Donc ça renvoie une image d'émancipation qui est quand même un peu plus complexe que ça, et qui se rapporte à la maltraitance. Donc c'est très ambigu, quoi. Et puis il y a aussi un rapport de concurrence par rapport... on peut montrer qu'on boit autant que les mecs, qu'on peut séduire autant que les hommes, et de la même manière. Donc il y a aussi ce faux sentiment de liberté qui fait que, je le raconte dans le livre, et j'imagine que toi aussi, sur ce rapport de
de pouvoir qui s'inverse le lendemain matin avec la fameuse gueule de bois, où d'un seul coup, le monde s'effondre et on a l'impression d'être la plus nulle et la plus moche de la Terre. Et moi, ce qui m'a libérée aussi dans l'écriture de ce livre, c'est de comprendre ce qui se passait chimiquement dans le cerveau. Qu'est-ce que c'est la gueule de bois? Est-ce que c'est moi toute seule sur la Terre qui est nulle et moche, ou alors est-ce que c'est mon cerveau? Alors en gros, l'alcool a un effet relaxant. C'est pour ça que vous êtes moins timide, que vous avez plus de conversations, etc. Désinhibé. Sauf que, donc voilà, ce sont des hormones qui envoient de l'antistress. Sauf que le cerveau, le lendemain, et d'ailleurs après le premier verre, doit rééquilibrer l'équilibre chimique en envoyant, en gros et de manière mal dite, des hormones qui vous stressent pour rééquilibrer les hormones. Et donc c'est pour ça que vous avez ce sentiment d'anxiété, ce sentiment demi-dépressif de qu'est-ce qui m'arrive. Et donc pour moi, de comprendre ce qui se passait dans le cerveau m'a vraiment libérée et j'ai arrêté de prendre les choses personnellement finalement. Alors on va voir que arrêter de boire c'est quand même toute une démarche. Le confinement peut-être n'aide pas avec un sérieux risque de dépendance accrue à l'alcool. C'est le constat que pose Yves, un ancien alcoolique qu'Omi Diallo a rencontré, exemple ou contre-exemple, vous allez nous dire. Aussi loin qu'il s'en souvienne, la bouteille l'a toujours accompagné. Il a 17 ans et intègre une célèbre agence de tourisme quand le piège se referme. Dans ma chambre de bonne, j'avais ma bouteille de whisky que je buvais vraiment pour calmer mes angoisses, même pour dormir. Qu'est-ce que j'achetais? Des espèces de vins de bas de gamme et tout pour pouvoir avoir ma drogue, parce que c'est une drogue dure, légale. Abstinent depuis une quinzaine d'années, à 73 ans, Yves est le rescapé de 4 décennies d'enfer. C'est après un énième coma éthylique qu'il prend conscience de son addiction. Je me suis dit, là c'est fini, je ne peux plus continuer comme ça. On a tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme toutes les addictions d'ailleurs. Je prends ça de whisky, je vais acheter la bouteille. En 2010, il fonde l'association Stop à l'alcool. Avec le confinement, les apéros en ligne font fureur. On s'est aperçu très vite qu'il y avait des gens qui soit rechutaient, soit avaient des difficultés, soit des gens qui n'étaient pas du tout addicts et qui sont devenus addicts avec les fameux Skype apéros. Et nous, ce qu'on a décidé, mais on a été, je dois dire, les premiers à le faire. Comme on ne pouvait plus faire ces réunions en présentiel, eh ben, on les a fait en Zoom dès le début du confinement. Comme souvent, aider les autres, c'est aussi un peu s'aider soi-même. Plus qu'une thérapie pour Yves, une véritable rédemption. Là, on est sur un cas différent quand même des vôtres. Pourquoi ne pas simplement réduire la consommation? Pourquoi arrêter complètement? Alors, pour moi, j'ai jamais été capable de m'arrêter à 2 verres et je me suis dit, en fait, plutôt que de perpétuer cette indécision dans mon esprit et de continuer à me donner le choix, ce qui provoque beaucoup d'agitation dans la tête. Il fallait être radical. Au moins, je m'apporte la paix. Mais ce qui est intéressant, juste pour commenter là-dessus, c'est que, encore une fois, cette dépendance, elle va, elle vient pendant la vie. Et qui peut vraiment dire avec la plus grande honnêteté qu'on peut faire la différence entre un verre plaisir et un verre besoin? Alors, elle est où la différence? Quand est-ce que vous, à un moment donné, vous vous dites, là, j'arrête, ça suffit? Je pense que le déclic, il est intime et il est long. Moi, j'ai mis du temps, en fait. C'était vraiment une démarche intellectuelle, en fait, bizarrement, plus que biologique. Et je pense que je savais, du moment où j'ai commencé à boire seule, surtout, que c'était problématique. Avant, je le cachais parce que j'avais une vie de reporter un peu fracassante à l'extérieur, etc. Et que quand j'ai été licenciée, je me suis retrouvée un peu face à ma bouteille, quoi. Et je pense que ce qui est intéressant avec ce qu'on vient de voir, c'est que je pense que pendant le confinement, beaucoup de gens ont vécu ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus l'excuse de la sortie, etc. Tout le monde s'est retrouvé face à sa consommation chez soi. Et que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont replongé et des gens qui ont aussi réfléchi à leur consommation. Et je pense que le déclic, il vient d'une démarche personnelle. Ça met du temps, en fait, de le découvrir. Et aussi, je rajouterais que l'abstinence, c'est une solution. Mais dans mon livre, je ne prône pas du tout le fait que l'abstinence est la seule solution à une consommation problématique. Il y a des gens qui arrivent à faire preuve de modération. Une fois qu'on a arrêté,
se pose un autre problème, c'est le regard des autres. Et je crois qu'en commun, vous avez ça dans vos 2 livres, c'est qu'on a forcément peur de devenir barbante, de devenir un bonnet de nuit, la fille qu'on n'a plus envie d'inviter en soirée. C'est sûr qu'en fait, il y a une image en France de l'alcool qui est extrêmement positive. C'est-à-dire que l'alcool, c'est l'irrévérence, l'alcool, c'est être bon vivant, etc. Et c'est dans votre ADN, même, dit votre C'est dans votre ADN, breton. c'est un héritage culturel, etc. Et les sobres, à l'inverse, eux sont les cubénis. Et c'est quelque chose qu'on hérite très jeune, en fait, et qui est absolument pas vrai, d'ailleurs. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on devrait valoriser. Moi, je suis pas contre l'alcool s'il est modéré et festif. De toute façon, je suis contre rien du tout, en général. Je trouve que c'est super si on arrive à boire avec modération, mais on devrait valoriser un peu plus la sobriété à l'inverse, en fait. Vous qui vivez au Kenya, est-ce que l'alcool, c'est culturel ? Alors l'alcool, c'est culturel. D'abord, on ne peut pas faire de généralité dans un pays, etc. Mais par exemple, j'ai pu rencontrer notamment des hommes qui disaient qu'il y avait des liens étroits entre la masculinité et le fait de boire beaucoup dans certains cercles, dans certaines communautés, bien entendu, pas dans le pays en entier. Mais du coup, c'était intéressant de voir que dans cette pression à boire, justement, oui, effectivement, elle pouvait avoir une dimension sociale, culturelle. Mais ce que je trouve intéressant dans la réaction aux autres, c'est que je sais qu'au début, j'ai eu cette peur panique de devenir ennuyeuse, mais que du coup il a fallu trouver aussi les mots et les justifications, moi comprendre pourquoi j'avais envie d'arrêter pour être capable justement de faire face aux autres. Et cette minute de silence quand je dis que j'arrête de boire, mon Dieu, mais quelle horreur. Si elle arrête de boire et qu'on ne trouvait pas vraiment qu'elle avait des problèmes avec l'alcool, de toute façon, personne ne connaît vraiment notre relation à l'alcool, ça veut peut-être dire que moi, du coup, je devrais aussi arrêter de boire. On se renvoie. Et du coup, cet effet miroir dont on n'a pas forcément envie d'ailleurs de le donner, et pas forcément toujours facile à porter. Vous écrivez, Claire Touzard, personne ne s'avouera jamais alcoolique, mais personne n'est sobre non plus. Être sobre, ça signifie que l'on a un problème. Est-ce qu'il faudrait considérer l'alcool comme une drogue, on l'entendait dans le reportage. Et c'est intéressant, il disait une drogue dure légale. Drogue dure légale. Parce que c'est vrai que c'est, voilà, encore une fois, en France, c'est très commun en fait de boire, et c'est un peu le problème. Je rejoins Stéphanie je pense que quand on m'a dit quelle est la chose la plus difficile quand on arrête de boire, et en fait c'est effectivement le rapport à l'autre, parce qu'on se rend compte que ça noyote beaucoup notre rapport à l'autre, et que effectivement quand on arrête, on tend un miroir qui agresse un peu l'autre sur sa consommation, alors que nous c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est parce qu'on en dialogue peu en France et qu'il faudrait un peu ouvrir les vannes là-dessus, quoi. Claire Touzard, Sans alcool chez Flammarion, Stéphanie Braqueuet, Jour 0 aux éditions L'Iconoclaste. Merci à vous deux d'avoir témoigné dans 64 minutes. Merci beaucoup. Au revoir.